Aujourd'hui, on va parler des aberrations écologiques du gouvernement et de la scission au sein de la droite américaine autour de Trump et de Musk. Bonjour à tous, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Les gueux font plier l'État sur les ZFE. ZFE, pour zone à faible émission, c'est un dispositif imposé dans les grandes agglomérations françaises. Leur but est d'interdire progressivement les véhicules les plus anciens et polluants dans les centres-villes, via le système Crit'Air. L'objectif officiel est de réduire la pollution et de respecter les normes européennes sur la qualité de l'air. Mais dans les faits, ça revient à interdire à des millions de Français de rouler dans les centres-villes, faute de moyens pour changer de voiture. Mais le mercredi 28 mai, l'Assemblée nationale a voté un amendement qui change la donne. Avec 98 voix pour et 51 contre, cet amendement, intégré dans le projet de loi de simplification de la vie économique, supprime l'obligation de restreindre la circulation dans les ZFE. En clair, il n'y a plus d'obligation légale pour restreindre les véhicules anciens dans les métropoles. Parmi ceux qui ont voté pour cette suppression, on y retrouve des députés du RN, de LFI, de LR, de l'UDR et même de certains macronistes. Ce retournement, on le doit surtout au mouvement citoyen Les Gueux, lancé par l'écrivain Alexandre Jardin. Ce mouvement dénonce une écologie élitiste et déconnectée des réalités populaires, avec l'idée que les pauvres ont aussi le droit de rouler. Le mouvement a gagné un large soutien, même chez certains députés de la France Insoumise, qui a salué une victoire sociale. Mais attention, parce qu'en réalité, c'est pas encore gagné, parce que le texte n'est pas définitif. Il doit passer d'abord en commission mixte paritaire, et surtout au Conseil constitutionnel. Et celui-ci pourrait rétorquer l'amendement pour vice de forme, car pour certains, ça serait un cavalier législatif. En parallèle, l'UE menace la France de sanctions pouvant aller jusqu'à 10 milliards d'euros pour non-respect des seuils de pollution atmosphérique. Les défenseurs des ZFE crient au sabotage climatique, comme David Béliard, élu écologiste à Paris, ou l'association Respire, qui parle d'un choix irresponsable. Mais d'autres rappellent que les solutions type ZFE sont surtout néfastes pour les foyers les plus modestes, ceux qui vivent loin des centres-villes, ou qui n'ont pas 20 000 euros à mettre dans une voiture électrique. Après les ZFE, c'est au tour des DPE d'être dans le collimateur des gueux d'Alexandre Jardin. Le diagnostic de performance énergétique a été mis en place pour évaluer la performance énergétique d'un logement. Le DPE est devenu obligatoire à la vente ou à la location, avec une étiquette qui va de A à G, où G représente une passoire thermique. L'objectif affiché est de pousser à la rénovation énergétique et lutter contre le réchauffement climatique. Mais depuis janvier 2025, les logements qui sont classés G ne peuvent plus être loués. Le 3 juin dernier, la Cour des comptes a publié un rapport accablant. 70% des DPE seraient entachés d'anomalies. On parle d'erreurs de calcul, de diagnostics contradictoires, voire carrément de fraude pure. Résultat, on a des propriétaires ruinés à cause d'un classement qui est totalement injuste. Déjà, en janvier 2024, un rapport du Conseil d'analyse économique estimait que le DPE était très éloigné de la réalité. Un logement classé G consomme 2 fois plus qu'un logement classé A, et non pas 7 fois comme le modèle le prévoit. Cette année-là, il y avait aussi un scandale sur les T1 et studios qui étaient automatiquement mal notés. En effet, les T1 ou appartements de moins de 40 mètres carrés étaient souvent classés F ou G, c'est-à-dire comme des passoires thermiques, même si en réalité, ils n'étaient pas particulièrement énergivores. Pourquoi ? Parce que le calcul du DPE prenait en compte la consommation d'énergie rapportée au mètre carré. Or, dans un petit logement, certains postes, comme les chauffe-eau, l'électroménager, le chauffage, ne varient pas beaucoup selon la taille. Mais le résultat est divisé par une petite surface, ce qui gonfle artificiellement la consommation par mètre carré. Alors, depuis juillet 2024, il y a une réforme qui a corrigé cela. Et 140 000 logements sont remontés dans les classements et peuvent être à nouveau loués. Mais alors, quels sont les nouveaux reproches de la Cour des comptes ? Elle reprend un rapport de HelloWatt, un cabinet spécialisé dans la transition énergétique des logements, qui en 2023 révélait donc déjà que 7 diagnostics sur 10 étaient erronés. Mais la Cour des comptes pointe du doigt un autre problème, la discontinuité des mesures. En effet, certains vendeurs malins multiplient les évaluations jusqu'à obtenir un DPE satisfaisant. Face à la crise de confiance, l'État a lancé en mars 2025 un plan de fiabilisation. Contrôle renforcé des diagnostiqueurs, formation post-bac et certification plus stricte, ou encore QR code et suppression de l'affichage immédiat pour éviter les pressions. En attendant, sur le terrain, les effets sont dévastateurs. Chute des locations disponibles, logements invendables, colère des petits propriétaires,
et crise aggravée dans les zones tendues. En effet, l'étiquette de la performance énergétique a un effet considérable sur la valeur du bien. Se Loger estime à 452 € du mètre carré la décote moyenne d'une passoire énergétique. Le pire, c'est que cette baisse ne se répercute même pas sur le prix des loyers qui, lui, est en hausse depuis 2021. Et la raison est très simple, c'est que l'offre s'effondre alors que la demande est constante. En 2 ans, la quantité d'offres de location a baissé de 25%. La Cour des comptes cite une étude de Se Loger, qui parle d'une baisse de 22% des offres de logement classées de A à D entre mi-2021 et mi-2023, ou encore de 33% des logements classés F et G. Et les derniers chiffres sont encore plus inquiétants. Et ça va pas aller en s'arrangeant, vu le calendrier. En 2025, c'est donc l'interdiction des logements classés G. En 2028, ça sera les logements F. Et en 2034, ça sera les E. On va avoir des millions de logements interdits à la location, alors qu'on est dans un contexte de pénurie de logements. On vous conseille fortement l'article de Les électrons libres sur le sujet. On vous met le lien en description. D'ailleurs, celui-ci propose une alternative au DPE, en s'inspirant de la taxe carbone des pays nordiques introduite entre 1990 et 2020, et qui pénalisait le chauffage au fioul au moment du développement des pompes à chaleur. D'ailleurs, le DPE pénalise l'électricité face au gaz, ce qui est aberrant d'un point de vue écologique. 1 kWh de consommation électrique est comptabilisé comme 2,3 kWh de gaz. Pour prétendre au même classement énergétique, un logement qui est équipé en chauffage électrique doit consommer 2,3 fois moins qu'un logement au gaz ou au fioul. Mais c'est pas le seul dispositif écologique mis en place par le gouvernement à échouer. Le 4 juin dernier, le ministre de l'économie Éric Lombard a annoncé la suspension du dispositif MaPrimeRénov'. Le gouvernement a suspendu les dépôts à partir du 1er juillet 2025, pour une durée de quelques semaines jusqu'au 15 septembre. L'objectif est d'éradiquer les dossiers frauduleux. En effet, Éric Lombard et l'Agence nationale de l'habitat expliquent qu'il y a eu un afflux massif de dossiers et des fraudes massives détectées. En 2024, l'Agence nationale de l'habitat a détecté et rejeté plus de 44 000 dossiers frauduleux, soit 10% des demandes pour 229 millions d'euros de détournement. Les mécanismes de fraude utilisés étaient l'usurpation d'identité, des factures ou travaux fictifs, ou encore le recours à des entreprises non certifiées RGE. Conséquence, le délai de traitement est passé de 5 jours à quasiment 100 jours, voire 300 jours pour certains. Alors selon le gouvernement, tous les dossiers déposés et complets avant le 1er juillet devraient être traités normalement. De son côté, le secteur du BTP, et notamment la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, menace de mobilisation en dénonçant un risque immédiat des chantiers à l'arrêt, les travaux déjà planifiés avec des aides ne pourront pas forcément commencer ou être financés, des suppressions d'emplois temporaires ou durables, le ralentissement de l'activité menace l'emploi local dans un secteur où les marges sont souvent très faibles, et dénonce un flou anxiogène. L'annonce du gouvernement a été jugée brutale, mal expliquée et mal calée dans le calendrier. Résultat, ni les clients ni les artisans ne savent quoi faire pendant cet intervalle. En conclusion, l'État, sous couvert d'écologisme, a mis en place des réglementations, ZFE, DPE, MaPrimeRénov' et il y en a encore d'autres, censés accélérer la transition énergétique. Mais dans les faits, ils peinent à déployer des outils fiables, cohérents et justes. Et le résultat, c'est un effet Cobra monumental. On a fait un short sur l'effet Cobra si vous ne savez pas ce que c'est. Les intentions soi-disant vertueuses se retournent contre leur objectif. Des diagnostics erronés, des aides mal ciblées, des fraudes massives et des dispositifs suspendus. Et comme toujours, ce sont les classes moyennes et modestes qui vont trinquer. Logement interdit à la location, chantier gelé, reste à charge intenable ou impossibilité de rouler avec sa voiture dans les grandes villes. À force de complexité, de précipitation et de bureaucratie, l'écologie punitive semble avoir pris le dessus. On en a déjà parlé la dernière fois, mais Musk a quitté le Doge. Elon Musk a quitté le conseil Doge, le comité consultatif technologique, le 29 mai dernier après 130 jours comme prévu. La dernière fois, on avait fait un bilan du Doge et je vous renvoie vers la vidéo, mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux différends entre Musk et Trump. En effet, en partant, Musk a critiqué Trump, notamment sur le Big Beautiful Bill. Défendu par Trump, il considère que c'est une trahison des promesses de rigueur budgétaire. En réponse, Trump menace de couper les subventions aux entreprises de Musk, comme SpaceX ou Tesla. Musk a réagi en accusant Trump d'ingratitude, affirmant avoir largement contribué à sa victoire électorale, notamment via X. Steve Bannon, fidèle de Trump, déclare alors que Musk devrait être expulsé des États-Unis. Mais Musk va encore plus loin. Il évoque une destitution de Trump et donc une nomination de J.D. Vance à sa place en tant que président. Et il fait allusion au lien de Trump avec l'affaire Epstein. Enfin, Musk évoque la création d'un nouveau parti politique, laissant entendre une rupture définitive avec le parti républicain version Trump.
Quels sont les reproches de Musk envers Trump? En effet, ce n'est pas la première fois qu'il y a des critiques de Musk ou de certains libéraux du parti républicain envers Trump. On l'avait déjà mentionné dans la dernière vidéo, mais Elon Musk et Vivek Ramaswamy étaient déjà opposés aux Trumpistes sur l'immigration via les visas H-1B. Les visas H-1B sont des visas de travail temporaires délivrés par les États-Unis à des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Ça s'adresse en particulier aux domaines technologiques, scientifiques, de l'ingénierie, de la finance et autres secteurs spécialisés. Ils ont une durée initiale de 3 ans et sont renouvelables jusqu'à un maximum de 6 ans. Les conditions principales sont que le demandeur doit avoir au moins un diplôme universitaire ou une équivalence. Il doit travailler dans un secteur spécifique et qualifié et il doit avoir une offre d'emploi d'une entreprise américaine. Ce sont des visas sponsorisés par les entreprises. On a d'un côté les républicains qui défendent ces visas, comme donc Musk et Ramaswamy, mais aussi les libertariens Rand Paul et Thomas Massie, ou encore Paul Ryan. Et de l'autre côté, on a les Trumpistes qui y sont opposés. Donald Trump, Steve Bannon qui est farouchement opposé à ces visas, Stephen Miller et dans une moindre mesure J.D. Vance. Mais il y a aussi une différence idéologique sur le protectionnisme. En effet, Musk a critiqué les tarifs douaniers de Trump. Dès son premier mandat, en 2018, Trump avait mis en place des taxes douanières. Et récemment, il les a massivement étendues, notamment contre la Chine. Évidemment, les libertariens, qu'ils appartiennent ou non au Parti républicain américain, ont très vite critiqué cette politique illibérale. Mais visiblement, le principal point de rupture semble être le Big Beautiful Bill. Le Big Beautiful Bill est une loi de finances, adoptée à l'initiative de l'administration Trump. Elle est censée marquer un tournant majeur en termes de dépenses publiques, d'immigration, de sécurité et de relance économique. L'objectif affiché par l'administration Trump est de renforcer la sécurité aux frontières, de réduire le déficit budgétaire, de relancer l'investissement public dit stratégique et d'assainir le système de redistribution. Maintenant, regardons ensemble le contenu du texte. Sur la partie immigration et sécurité, il y a le financement complet du mur à la frontière, avec pour objectif une fin de chantier avant 2028. Il y a de nouvelles restrictions et quotas sur certains visas et un renforcement du budget pour l'ICE et la Border Patrol. L'ICE, c'est l'agence fédérale faisant partie du Department of Homeland Security, l'équivalent américain du ministère de la Sécurité intérieure et qui est en charge de faire respecter les lois migratoires à l'intérieur du territoire américain, là où la Border Patrol s'occupe des frontières du pays. Concernant les programmes sociaux, il y a quelques réformes symboliques sur Medicaid, comme l'introduction de conditions de travail pour certains bénéficiaires. Mais aucune réforme structurelle de Medicare, Social Security ou autre n'est proposée. Concernant les dépenses publiques et la fiscalité, il y a des promesses de coupes budgétaires, mais elles sont reportées à 2028 ou plus tard, et conditionnées à des prévisions de croissance optimistes. Le projet prévoit 1,5 trillion de dollars d'économies sur 10 ans. Mais ces estimations reposent sur des hypothèses qui sont jugées fragiles par certains. Mais aussi, plus surprenant, il y a dans la loi des aides pour les États bleus. En effet, Trump veut restaurer certains avantages fiscaux pour les contribuables riches dans les États démocrates, notamment les SALT, les State and Local Taxes. Il s'agit d'une déduction fiscale fédérale permettant aux contribuables de déduire de leurs impôts fédéraux ce qu'ils paient en impôts d'État ou locaux, comme par exemple les taxes foncières ou l'impôt sur le revenu local. Trump justifie ce point comme un levier pour obtenir des votes au Congrès. Il s'agirait d'un compromis politique pour faire passer l'ensemble du projet de loi. Sauf que certains le voient comme un cadeau aux élites urbaines. Les libertariens dénoncent une mesure qui profite aux plus riches, notamment dans les grandes villes démocrates, comme New York ou San Francisco. En plus, cela va à l'encontre du discours anti-élite que Trump porte depuis 2016. Ainsi, le Big Beautiful Bill est très critiqué par beaucoup d'observateurs, y compris au sein du Parti républicain, où certains y voient une manœuvre politique sans réel contenu réformateur. Musk, lui, accuse les républicains de trahir en soutenant un plan qui augmente les dépenses. Thomas Massie et Rand Paul partagent cette critique, dénonçant un projet qui ne change rien de fondamental. Le Congressional Budget Office, qui est l'organisme du Congrès américain chargé d'évaluer l'impact budgétaire des lois, en termes de dépenses, recettes ou déficit, présente un tableau trop optimiste, basé sur l'absence de récession, ce qui est jugé irréaliste. Ce qui n'était, il y a encore peu, qu'un simple désaccord de fond entre différentes sensibilités de la droite américaine est en train de se transformer en fracture ouverte, et peut-être même irréversible. Et le clash entre Donald Trump et Elon Musk pourrait être l'événement qui scelle cette scission historique. On voit désormais se dessiner deux camps distincts. Le camp de Donald Trump, national-populiste et interventionniste, avec comme figure principale donc Donald Trump, Steve Bannon ou Stephen Miller, qui prône un État fort et interventionniste,
une politique protectionniste, un contrôle migratoire strict en opposition à toute immigration même qualifiée et une méfiance envers le libertarianisme. Ce courant défend une droite autoritaire, souverainiste et anti-globaliste, prête à employer les leviers de l'État pour, entre guillemets, sauver la nation. De l'autre côté, on aurait donc le camp de Musk, un camp libéral, technophile et décentralisateur. Si Musk n'est pas le libertarien autoproclamé que certains décrivent, on retrouverait dans ce camp les libertariens du Parti républicain, avec des prises de position en faveur d'une baisse des dépenses publiques, d'une immigration qualifiée via sponsoring, ou encore une opposition aux tarifs douaniers. D'ailleurs, Musk, sur Twitter, relaie des penseurs comme Milton Friedman ou encore Thomas Sowell. Dans ce camp, on retrouverait les libertariens du Congrès, comme Thomas Massie, Ron et Rand Paul, ou encore Vivek Ramaswamy. Le choc entre Trump et Musk n'est peut-être pas qu'un simple épisode médiatique, mais peut-être le symbole d'un divorce idéologique profond, qui pourrait redessiner le paysage politique américain d'ici 2028. La SEC autorise le staking crypto. La SEC a donné son feu vert au staking crypto. Après des années de litiges, la SEC admet que le staking ne constitue pas une offre de titre, et donc ne nécessite pas d'enregistrement. C'est un tournant majeur pour l'écosystème. Le staking, c'est quand on bloque ou qu'on dépose des cryptos, comme de l'Ethereum par exemple, pour sécuriser le réseau. Et en échange, on reçoit des récompenses, un peu comme des intérêts. Ça aide à valider les transactions et on gagne des cryptos en retour. C'est utilisé dans les blockchains Proof of Stake comme Ethereum ou Solana par exemple. Avant, la SEC considérait le staking comme une offre de titre, donc interdit ou très réglementé. Maintenant, elle admet que le staking classique n'est pas un produit financier. Et donc ce sera plus facile à mettre en place sans risque de blocage. En Chine, on a eu une première mondiale de guérison de diabète de type 1. Une femme chinoise de 25 ans, atteinte de diabète de type 1 depuis plus de 10 ans, a bénéficié d'une greffe de cellules souches issues de ses propres cellules adipeuses. Selon les équipes, il s'agit d'une première mondiale. Sinon, le média Les Électrons Libres ont atteint 15 000 abonnés 15 jours après leur lancement. Une bonne nouvelle pour la réinformation techno-optimiste. On vous a aussi prévu une rubrique sur les tweets marquants de la semaine. Et cette semaine, c'est pas l'annonce elle-même, mais le relais d'une information importante. Le Parti millésiste français a partagé sur Twitter l'annonce du Sommet des Libertés, qui se tiendra le mardi 24 juin 2025 à partir de 18h30 au Casino de Paris. Au programme des conférences et des débats, et sont notamment attendus How to Bitcoin, que l'on salue, Plan B Network, et donc le fondateur de la page Parti millésiste français, mais également des personnalités politiques ou des journalistes, comme Christine Kelly, Alexandre Jardin, qui est un écrivain et cinéaste, Bruno Perrin, qui est le directeur de Contribuables Associés, Sarah Gnafo, Jordan Bardella, Olivier Babot, Éric Ciotti, Azélise Lecor, une essayiste et journaliste, ou encore Pierre Noisa, le fondateur de Paymium. Qu'on soit d'accord ou non avec certaines personnalités, c'est un événement plutôt intéressant, et donc si vous êtes disponible et sur Paris, je vous conseille d'y aller. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt Team Trump ou Team Musk, ou aucun des deux. Et moi je vous dis à la prochaine pour parler encore de liberté. Viva la libertad, carajo!